Métro, Labo, Dodo, le podcast spécialiste du sommeil. Aujourd'hui, je reçois à mon micro la docteure Virginie Desgrès, qui est médecin généraliste à Cruseilles en Haute-Savoie. Virginie Desgrès s'est progressivement spécialisée dans le milieu du sommeil au fur et à mesure de sa pratique. Et c'est aujourd'hui avec grand plaisir que j'ai pu lui poser toutes mes questions sur ce trouble du sommeil qui est très fréquent et qui est donc l'apnée du sommeil. Avec elle, on a pu discuter physiopathologie de ce trouble, mais également de son diagnostic et des solutions qui sont aujourd'hui proposées et remboursées par l'assurance maladie. Je remercie énormément Virginie Desgrès d'avoir répondu à mes questions avec son expertise et également sa capacité à vulgariser le sujet. Bonjour docteur Desgrès. Bonjour. Bienvenue sur le podcast Métro, Labo, Dodo. Pour ce premier épisode qui sera consacré à l'apnée du sommeil et à son diagnostic, je vais d'abord te demander de te présenter et également de nous dire quel est ton rapport au sommeil dans ta vie personnelle. Ok. Alors du coup, donc je m'appelle Virginie Desgrès, je suis médecin généraliste, je suis installée depuis bientôt 9 ans à Cruseilles. J'ai monté une maison de santé dans laquelle j'exerce depuis, ça va faire 5 ans au mois de mars, qu'on est dans les locaux de cette maison de santé. Et du coup, pour répondre à la question sur mon rapport au sommeil, moi, dans ma vie personnelle, c'est une question qu'on se pose pas toujours individuellement. Je dirais que c'est quelque chose qui est important. Je vais essayer de prendre soin de ce sommeil avec les années qui passent parce que je me rends compte que moins j'en prends soin, plus j'ai des impacts dans ma vie de tous les jours, sur mes capacités, ma concentration, mes relations aux autres et même dans le fait de déclencher aussi des maladies ou d'être plus fragile dans ma santé. Ok, c'est vrai que c'est une question que j'aime bien poser parce que ça donne déjà un premier aperçu de comment les gens se sentent, est-ce qu'ils prennent soin de leur sommeil ou pas. Et en plus dans ton cas, le fait que tu sois médecin un petit peu spécialiste du sommeil, je me suis demandé pourquoi est-ce que tu t'étais spécialisée là-dedans, est-ce qu'il y avait eu un élément déclencheur ou pas? Alors, ce qui m'a fait m'orienter vers le sommeil, c'est que je me suis retrouvée sollicitée par une entreprise qui m'a vendu un contrat de location d'appareils de polygraphie en m'expliquant que l'apnée du sommeil était quelque chose d'important pour mes patients et que l'appareil de mesure et de dépistage d'apnée du sommeil allait permettre de mieux soigner mes patients et de leur proposer un traitement adapté. Voilà. Et il s'est avéré que c'était pas l'appareil que je louais et le contrat dans lequel je me suis investie n'était pas satisfaisant. Du coup, j'ai décidé de me former réellement au sommeil et de faire des formations continues et d'apprendre pour accompagner de façon plus qualitative mes patients et bien comprendre quelle était cette problématique pour eux. Très bien, donc c'est un petit peu arrivé par hasard finalement. Voilà, un peu par hasard. Et puis après, au cours de mon exercice, je me suis d'abord spécialisée dans le sommeil de l'adulte et actuellement, je suis en train de compléter ma formation en sommeil de l'enfant parce que j'ai une autre spécialisation qui est plus importante autour des troubles du neurodéveloppement de l'enfant. Et dans le cadre de ces troubles du neurodéveloppement, on rencontre de nombreuses pathologies de sommeil. Ok, très intéressant. Donc maintenant, on va commencer à parler vraiment spécifiquement de l'apnée du sommeil. Est-ce que tu peux nous expliquer les mécanismes de cette maladie ? Alors, l'apnée du sommeil, c'est un trouble respiratoire du sommeil. C'est une maladie qui peut avoir deux grands versants. Le versant le plus fréquent, c'est les troubles obstructifs du sommeil qui vont concerner le carrefour ORL, c'est-à-dire qui va se manifester par une obstruction des voies aériennes supérieures au moment du sommeil. Et après, on a d'autres pathologies, il y a une autre forme d'apnée du sommeil qui est l'apnée du sommeil centrale qui, elle, va être plutôt liée à des maladies qui peuvent être plutôt d'ordre neurologique ou cardiologique, mais qui sont beaucoup plus rares et du coup, je suis pas amenée forcément à avoir ou à traiter ou alors que je réoriente directement à des personnes plus qualifiées.
Ok, donc quand tu parles d'apnée du sommeil, je t'ai déjà entendu dire le mot SOH, c'est ça? Ouais, le SAOS, en fait, on l'appelle D'accord. comme ça. Le syndrome d'apnée hypopnée obstructif du sommeil. D'accord. Voilà comme on le nomme aujourd'hui. En fait, dans l'apnée du sommeil, dans le cadre du coup des apnées obstructives, on a 2 types d'événements respiratoires qui vont se produire. On a les événements qui sont obstructifs complets, c'est-à-dire ce qu'on appelle les apnées, qui correspondent à du coup un arrêt respiratoire complet pendant plus de 10 secondes au cours du sommeil, donnant lieu très souvent à une baisse du taux d'oxygène et donc à une diminution de la qualité de sommeil et de tout l'impact que ça peut avoir. Et après, comme autre événement, on a les hypopnées qui sont des événements respiratoires qu'on dit partiels. Enfin, en gros, c'est pas tout à fait une interruption, c'est-à-dire qu'il y a une baisse du débit respiratoire au moment de l'inspiration. D'ailleurs, c'est pas ce que j'ai forcément bien relevé, c'est que c'est une problématique inspiratoire. Ça se passe au moment où on doit inspirer. À ce moment-là, il y a du coup une baisse de flux respiratoire qui va donner lieu à une baisse de plus de 50% du volume respiratoire habituel et associée à une chute du taux d'oxygène de 3%. Voilà, c'est comme ça qu'on définit une hypopnée. Et quand on est un adulte sain, est-ce qu'on fait quand même des apnées du sommeil ou des hypopnées ou pas du tout? Alors, dans la norme, les adultes sains font à peu près moins de 5 apnées hypopnées par heure. C'est ce qu'on considère comme physiologique. Par heure. Voilà. Par heure. C'est vrai que ça paraît énorme quand on pense comme ça. Ouais, bah ça peut. On s'imagine pas qu'on a des temps où on peut faire des pauses respiratoires et effectivement, c'est à peu près la norme qu'on considère aujourd'hui. Et plus on va vieillir, plus plus le taux d'apnée va augmenter avec le temps. Ok. Et donc, quels sont les risques ou les dangers qui sont dus à ces apnées du sommeil? Alors, les risques de l'apnée du sommeil sont bien connus aujourd'hui. On a des risques. Le risque majeur, c'est les risques qu'on dit cardiovasculaires, c'est-à-dire qu'il va y avoir une augmentation de faire des maladies cardiovasculaires lorsqu'on fait de l'apnée. On a une augmentation par rapport à la population normale. On a 8 fois plus de risques de faire un accident vasculaire cérébral. On a plus de risques d'avoir également d'autres pathologies comme l'hypertension artérielle, comme le diabète, comme des cardiopathies rythmiques ou autres. Donc voilà, c'est le risque essentiel. C'est un risque qui est corrélé aussi au fait que quand on a un sommeil de mauvaise qualité, eh bien, au moment où le corps doit se reposer, dans la fonction du sommeil, le système cardiovasculaire doit se mettre au repos. Ce repos ne se fait pas lors des troubles respiratoires du sommeil. Il ne se fait pas bien. Et en plus, il y a une variation du taux d'oxygène qui va impacter ce système cardiovasculaire. Après, ça empêche aussi d'autres choses. Au cours du sommeil, il y a des processus de reconstruction cellulaire qui sont en place, de nettoyage, de stimulation des défenses immunitaires. Le sommeil permet de favoriser la régulation du poids, de la croissance, des processus métaboliques, donc des processus hormonaux. Ça permet également de restaurer tout ce qui va être de l'ordre neuronal. Donc ça permet de mettre en place des processus de mémorisation, d'acquisition, de régulation de l'humeur, de maturation dans l'apprentissage et l'adaptation, mais aussi de lutter contre le vieillissement. Donc il y a beaucoup de fonctions dans le sommeil qui sont très importantes. Et du coup, d'avoir de l'apnée du sommeil, ça va être délétère pour toutes ces fonctions du sommeil. Ok. Et quand un patient vient te consulter, déjà, pourquoi est-ce qu'il vient te consulter et comment est-ce que tu vas faire pour poser un diagnostic d'apnée du sommeil? Alors, on a 2 grands motifs de consultation, on va dire dans le cadre de consultation de sommeil. C'est soit il y a des symptômes, soit le patient se plaint de quelque chose, donc de fatigue, de somnolence, c'est-à-dire une capacité à s'endormir plus facilement la journée. Il peut y avoir aussi une plainte en termes de qualité de sommeil. Il peut y avoir des troubles de l'humeur, des ronflements, des douleurs, de la gêne respiratoire. Tout ça, c'est les symptômes qui peuvent amener les patients à consulter. Et puis, on a l'autre versant qui est chez les patients qui sont déjà porteurs de maladies cardiovasculaires, respiratoires, neurologiques, ORL, psychiatriques,
ou maladies métaboliques ou hormonales, chez ces gens-là, chez certains, on va faire des dépistages systématiques à la recherche de cette apnée du sommeil. Ok, donc là, on parlait vraiment des personnes à risque. Voilà, donc il y a vraiment le côté dépistage et il y a le côté aussi des patients qui ont des symptômes. Et les deux peuvent bien sûr s'associer. D'accord. J'avais entendu parler d'une grille d'Epworth. Donc, si je comprends bien, c'était une grille où il fallait noter les symptômes qu'on avait. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ouais. Alors, la grille d'Epworth, c'est une grille qui va évaluer la somnolence du patient au niveau diurne, donc de la journée. Et cette grille, elle va consister à mettre un score de somnolence en fonction des moments dans la vie du patient. Alors, elle est actuellement, je pense, un petit peu ancienne parce qu'il y a des questions qui sont pas toujours corrélées à la vie actuelle, comme par exemple quand on demande à un patient si ça lui arrive de somnoler ou de s'endormir quand il est en train de regarder la télé ou quand il est en cinéma dans la journée, c'est des choses qui arrivent très peu puisque les patients sont plutôt devant des écrans, mais pas de ce type-là. Du coup, c'est pas une question qui va sortir ou qui va être positive. Donc, il faut qu'ils arrivent à s'imaginer dans une situation qu'ils vont pas forcément vivre quotidiennement. Ok. Voilà. Et cette grille d'Epworth, du coup, elle va plutôt nous donner un score en termes de dette de sommeil. C'est pas une grille qui va dire si vous avez un score qui est élevé, vous avez de l'apnée du sommeil. C'est une grille qui va plutôt évaluer la sévérité de cette somnolence. Donc, quelqu'un peut avoir un autre trouble du sommeil ou alors une dette de sommeil liée à autre chose que de l'apnée, comme un temps de sommeil insuffisant, par exemple. Eh ben, il peut avoir un score d'Epworth qui va être assez élevé s'il ne dort pas assez. Ok. Voilà. Donc finalement, cette grille ne suffit pas à diagnostiquer une apnée du sommeil. Voilà, c'est une échelle qui nous permet d'évaluer la sévérité d'une somnolence, mais qui peut être expliquée par autre chose. C'est pour ça qu'on va utiliser d'autres outils, comme par exemple, moi j'utilise très souvent un agenda de sommeil. Je demande aux patients de me noter pendant au moins 15 jours avant la consultation, à quelle heure ils se sont couchés, combien de temps ils ont mis à s'endormir, le temps de sommeil qu'ils ont eu sur la nuit, s'ils se sont réveillés, comment au réveil ils se sentaient, s'ils sont fatigués, s'ils ont eu l'impression d'avoir passé une mauvaise nuit, et est-ce que dans la journée ils ont eu de la somnolence. C'est un agenda qui va être réalisé sur 15 jours qui me permet de voir un petit peu comment plutôt est le comportement de sommeil du patient et qui va me donner des indices complémentaires pour savoir est-ce qu'il y a un comportement de sommeil qui est pas toujours adapté ou un environnement qui lui permet pas forcément de dormir dans de bonnes conditions. Ok. Est-ce que tu fais d'autres examens ou c'est les seuls ? Au préalable, en questionnaire, c'est essentiellement ça. Après, je vais poser les questions qui sont plutôt relatifs aux symptômes de l'apnée du sommeil. Donc, les questions qu'on va poser à la recherche d'un SAOS, c'est donc, on va rechercher des symptômes qui sont diurnes, donc la journée. Donc cette somnolence-là, on va rechercher une sensation de fatigue, des difficultés de concentration ou de mémoire. Il peut y avoir aussi des troubles de libido. Et ce qu'on a aussi, un indicateur qui est important, c'est ce qu'on appelle les céphalées. Donc c'est des maux de tête, mais au moment du réveil, le matin, qui se retrouvent à peu près chez 18% des patients apnéiques. Et après, on va rechercher aussi les symptômes qu'on dit nocturnes, donc qui ont lieu pendant la nuit. Donc les ronflements sévères et quotidiens, ce n'est pas systématique. Tous les patients apnéiques ne sont pas forcément ronfleurs, donc on va aller chercher d'autres éléments. Les réveils fréquents sont aussi des indicateurs d'apnée du sommeil. Les pauses respiratoires constatées par l'entourage, c'est pas toujours systématique non plus, puisqu'on a bien défini que dans l'apnée du sommeil, on pouvait avoir des apnées, mais aussi des hypopnées. On va avoir un paramètre qu'on va aussi évaluer, qui a un caractère, on va dire plutôt dans les apnées qui sont plus sévères, les sensations d'étouffement ou de suffocation pendant le sommeil. On a aussi les reflux gastro-œsophagiens qui surviennent la nuit, qui sont aussi associés à l'apnée du sommeil, l'agitation nocturne et ce qu'on appelle la nicturie, c'est-à-dire le fait d'être réveillé avec un besoin d'aller uriner, et qui est aussi quelque chose qu'on retrouve fréquemment associé à l'apnée du sommeil. Voilà. Est-ce que c'est obligatoire de faire une polygraphie ou une polysomnographie ?
Alors, l'examen, il y a 2 examens de dépistage de l'apnée du sommeil. Du coup, on a la polygraphie ventilatoire, c'est moi ce que je réalise à mon cabinet, du coup en libéral. Ça enregistre la respiration. Il y a un capteur qui se trouve au niveau nasal, qui va mesurer les variations de pression dans les voies aériennes supérieures, donc au niveau de la respiration. Il y a une ceinture abdominale et une ceinture thoracique qui vont suivre les mouvements respiratoires. Il y a un capteur son pour analyser les ronflements et ce qu'on appelle un oxymètre qui est placé au bout du doigt pour mesurer l'oxygénation du sang. Donc ça va être la polygraphie. Et cet examen, la polygraphie, c'est un examen qui est plus accessible et plus simple à utiliser en pratique. Donc c'est l'examen sur lequel on va de première intention pour dépister une apnée du sommeil de l'adulte. Après, il existe un autre examen qui est la polysomnographie, qui est un examen qui est beaucoup plus complet, qui lui va en plus des capteurs que j'ai cités avant de la polygraphie ventilatoire, va enregistrer d'autres des rythmes électriques qui proviennent du corps pour en déduire les stades de sommeil. Donc il va y avoir un électroencéphalogramme qui va analyser l'activité cérébrale, un électromyogramme pour analyser l'activité musculaire, un électrooculogramme pour les mouvements des yeux, un électrocardiogramme pour l'activité cardiaque, et donc les capteurs de polygraphie dont j'ai parlé. Et donc ça va renseigner de façon beaucoup plus précise, surtout la sévérité de l'apnée du sommeil. Il arrive que parfois j'ai des patients chez qui je vais avoir une polygraphie ventilatoire qui va retrouver on va parler d'index d'apnée-hypopnée. Donc ce score-là, je vais vous expliquer après que c'est un score qui va parler en termes de sévérité dans l'apnée du sommeil. Et ce score peut être finalement assez peu élevé en polygraphie ventilatoire, alors qu'en polysomnographie, on va avoir un score qui va être plus élevé. Et du coup, la polysomnographie, on va la réaliser quand on trouve qu'il y a beaucoup de symptômes chez le patient, mais que la polygraphie, finalement, elle retrouve un score pas très élevé. Donc, on va avoir une discordance entre les résultats de la polygraphie et les symptômes du patient. Donc, dans ce cas-là, on va être amené je vais réadresser mes patients chez un somnologue ou un pneumologue qui fait de la polysomnographie. Ok, ouais, elle a tendance à sous-estimer un petit peu les événements. Est-ce que tu as un patient type, j'ai envie de dire, chez qui tu trouves souvent de l'apnée du sommeil? Par exemple, on pense en général aux personnes obèses. Alors, les obèses sont effectivement les personnes, c'est une population dans laquelle on va avoir une prévalence, donc un pourcentage plus important de gens qui font de l'apnée du sommeil, mais ça va pas être, il n'y a pas que dans cette population-là qu'on retrouve des gens apnéiques. Et donc le patient lambda un peu standard, c'est effectivement plutôt le patient qui se présente, qui est en situation d'obésité, qui a aussi des facteurs de risque cardiovasculaire qui sont déjà là, comme du diabète très souvent, et même le gros facteur de risque cardiovasculaire, c'est ce qu'on appelle le syndrome métabolique, qui va du coup associer déjà des désordres métaboliques associés à l'obésité. Plus l'obésité est sévère, donc plus l'indice de masse corporelle est élevé, au-delà de 40, on a encore plus de risques d'avoir une apnée qui est sévère chez les patients. Ok. Voilà. Et t'as tous les âges ou est-ce que c'est plus les personnes âgées? Alors, plus les patients vieillissent, plus il y a un risque d'apnée qui est importante. On retrouve d'ailleurs dans les chiffres qu'on a entre 20 et 44 ans, on considère qu'on a à peu près 8% des personnes qui présentent de l'apnée. Entre 45 et 64 ans, on est plutôt autour de 20%. Et après 65 ans, on va plutôt être autour de 30% des personnes. Donc c'est avec le temps, effectivement, en fonction de l'âge, l'incidence augmente. Mais la population jeune n'est pas négligeable non plus. 8%, c'est pas négligeable. Ouais, 8% n'est pas négligeable. Voilà. Ok. J'ai aussi entendu parler de cas un petit peu particuliers comme les chauffeurs ou après une chirurgie bariatrique. Est-ce que c'est vrai? Alors, les chauffeurs professionnels sont des métiers à risque dans le sens où c'est des gens qui conduisent des véhicules avec, s'il y a un risque de somnolence, c'est des gens qui ont un risque accidentogène important. Et puis, c'est des gens qui sont aussi plus sédentaires, souvent. Donc, ça va être une population où on va aussi avoir associé à cette sédentarité des problématiques de surpoids ou d'obésité et de manque d'activité physique. Et donc, c'est une population qu'on va plus surveiller du fait du risque.
Et sinon, en termes de chirurgie bariatrique, c'est un examen, dépister l'apnée du sommeil, c'est quelque chose qui est systématique dans le cadre des bilans. Ça va rentrer dans leurs facteurs d'inclusion dans la chirurgie bariatrique. Un patient qui a un IMC qui est inférieur à 40, qui n'a pas d'autres facteurs de risque associés, va pas forcément être éligible à un parcours bariatrique. S'il a un SAOS associé, ça va être un critère qui va lui permettre de rentrer dans ce parcours de chirurgie bariatrique. Donc voilà, donc je suis amenée très souvent à avoir effectivement des patients qui sont qui sont dans le début d'un parcours de chirurgie bariatrique pour évaluer si oui ou non ils ont ce facteur de risque associé. Et il y a aussi un intérêt important pour la chirurgie bariatrique, c'est que comme ces patients sont plus à risque d'en faire, c'est important au niveau anesthésique de savoir si on a des patients qui ont de l'apnée du sommeil, parce que ça va changer les conditions d'anesthésie de ces patients-là. Il va y avoir une surveillance et une induction en anesthésie qui va être différente pour ces patients. D'accord. Et c'est très important de les appareiller avant la chirurgie, d'ailleurs. D'accord, ok. Voilà. On a juste pas expliqué ce que c'était que la chirurgie bariatrique. Il me semble que c'est on enlève un bout de l'estomac finalement. Alors la chirurgie bariatrique, c'est la chirurgie de l'obésité. Après, il y a plusieurs types de chirurgie bariatrique. La plus répandue actuellement, c'est ce qu'on appelle les sleeves, effectivement, où on va retirer effectivement une partie de l'estomac. D'accord. Il existe d'autres chirurgies qui peuvent avoir plus d'effets indésirables, avec des problématiques de malabsorption qui sont aujourd'hui qui sont moins utilisées par les chirurgiens de l'obésité. D'accord. Et dernière question, concernant les patients, c'était est-ce que il y a vraiment un critère d'hérédité ou pas du tout? Il y a un critère d'hérédité, alors pas directement, c'est-à-dire que on va pas dire un patient qui a des personnes qui font de l'apnée du sommeil dans sa filiation, dans son hérédité, c'est pas l'apnée du sommeil qui va être héréditaire en soi-même, c'est plutôt que on sait que la problématique d'apnée du sommeil, elle va être liée à la formation anatomique des voies aériennes. Donc en fait, quelqu'un qui a des voies aériennes supérieures qui sont déjà étroites, il y a une notion d'anatomie, et ça c'est des choses qui vont se retrouver dans leur descendance, dans leur filiation. Okay. Donc les gens qui ont des petites mâchoires ou qui ont des mentons qui sont en arrière, ce qu'on appelle les rétrognaties, il va y avoir un caractère héréditaire. Du coup, sur ces personnes-là, très clairement, il y aura un risque de SAOS qui va être plus élevé. Okay. Donc, on va rechercher des personnes qui sont appareillées dans la famille ou qui ont une apnée du sommeil diagnostiquée. Malheureusement, l'apnée du sommeil est quand même encore très sous-diagnostiquée. Du coup, c'est pas forcément des éléments qu'on va retrouver chez les patients. Oui, ok. Et on fait pas le diagnostic dès la naissance en se disant qu'il y a une rétrognathie, donc on va regarder. Alors sur des jeunes enfants qui ont déjà une rétrognathie, on sait que ces enfants-là, il va falloir qu'on soit plus vigilant. Il y a des syndromes polymalformatifs qui sont chez l'enfant qui vont être pourvoyeurs d'apnée du sommeil. Par exemple, ce qu'on appelle le syndrome de Pierre-Robin, c'est un syndrome qui est souvent associé à de l'apnée du sommeil. C'est des enfants qui vont faire des SAOS sévères, qu'on va devoir appareiller. Ok. Donc une fois que le patient est diagnostiqué, qu'est-ce que tu leur proposes comme solution? Alors, ça va dépendre de la sévérité de l'apnée. Un patient, du coup, qui a une apnée qu'on va dire légère, entre 5 et 15 apnées par heure, ce patient-là, on va pas lui proposer nécessairement de traitement parce que l'intensité de l'apnée est pas suffisamment élevée pour qu'un traitement puisse être finalement bénéfique. Ça va dépendre de ses symptômes. Voilà. Okay. Et souvent, d'ailleurs, les patients qui ont des apnées qui sont légères, entre 5 et 15, sont des patients très peu symptomatiques. Ils viennent me voir parce que c'est le conjoint qui se plaint des ronflements. Du coup, on va pas forcément indiquer un traitement pour l'apnée. Okay. Mais par contre, on va le surveiller parce que la sévérité risque... l'intensité de l'apnée peut évoluer au cours de sa vie et du coup... s'accentuer. Après, le facteur de variation qu'on a sur ces apnées légères, c'est aussi parfois le poids.
on va conseiller à ces patients effectivement de faire l'activité physique et d'engager un suivi diététique, un rééquilibrage alimentaire pour l'amener à une perte de poids, pour diminuer ses apnées. Ok. Voilà. Pour les apnées qui sont entre 15 et 30 apnées par heure, ces patients-là, on va dire qu'ils ont une apnée modérée. Et l'indication aujourd'hui, les recommandations et la prise en charge, ça va être de proposer, s'il y a des symptômes suffisamment importants, de proposer une orthèse d'avancée mandibulaire. Ça va consister à réaliser une sorte de gouttière. Je ne sais pas si vous voyez un peu, par exemple, ce que peuvent porter les sportifs, boxeurs ou rugbyman. C'est des sortes de gouttières qu'on va mettre dans la bouche. Pour eux, c'est pour éviter l'impact des coups et du contact. Eh bien, le patient qui va faire une orthèse, lui, il va avoir une gouttière qui va être moulée sur sa dentition, et cette gouttière va avoir l'objectif d'avancer la mâchoire inférieure vers l'avant pour que, au moment du sommeil, l'obstruction ne se fasse plus à ce moment-là, et du coup que ça supprime complètement les apnées. Ok. Voilà. Donc ça, c'est l'orthèse. Si les patients ne tolèrent pas l'orthèse, on va leur proposer le traitement qui va être directement proposé aux gens qui ont de l'apnée sévère, c'est-à-dire à plus de 30 apnées par heure, qui est donc la pression positive continue, on appelle ça la PPC. La PPC, c'est une ventilation qui va consister à envoyer de l'air dans les voies aériennes supérieures pour maintenir ces voies aériennes constamment ouvertes. L'objectif va être d'amener une pression positive constante. C'est comme si on mettait une sorte de prothèse pneumatique dans les voies aériennes et qu'on gonflait avec de l'air pour maintenir ça tout le temps ouvert. Voilà. Et donc ce traitement par PPC, il va se faire à l'aide du coup d'une machine qui va être branchée sur secteur, d'un tuyau avec un masque qui doit être complètement étanche pour que la pression puisse passer sans qu'il y ait de fuite. Okay. Ce traitement, il est proposé du coup dès que l'apnée est sévère ou quand il y a une intolérance à l'orthèse ou une contre-indication, parce que tous les patients ne peuvent pas avoir d'orthèse d'avancée mandibulaire. Ceux qui ont eu notamment des chirurgies de mâchoire c'est des contre-indications à mettre justement une orthèse, ou ceux qui ont un état dentaire qui est bien trop mauvais, ces personnes-là, c'est pareil, la gouttière elle tiendra pas sur leurs dents. Ça sera difficile de leur proposer ce dispositif. Donc on va passer directement sur la PPC. Et ces deux traitements-là, ils se font exclusivement la nuit? Oui, c'est des traitements qu'on porte uniquement, qu'on va mettre au moment du coucher. Ok. Voilà. Est-ce que tu sais s'ils sont remboursés, les deux? Alors, ces deux traitements sont des traitements qui sont pris en charge dans le cadre d'une apnée du sommeil qui est modérée ou sévère. Pour l'orthèse d'avancée mandibulaire, il faut que l'apnée soit au minimum modérée, voire sévère. On peut aussi la proposer aux patients qui ont une apnée sévère et qui ne tolèrent pas la machine. Okay. Ça va être pareil, s'il y a un dispositif qui est pas toléré, on va aller vers l'autre. Et l'orthèse va être remboursée par la sécurité sociale sous condition qui est donc un enregistrement qui montre une sévérité modérée à sévère, des symptômes associés comme du coup la somnolence, la fatigue et les symptômes que j'ai listés un petit peu en termes de symptômes nocturnes, donc des réveils nocturnes, une icturie, des réveils suffocants, des céphalées donc matinales et des ronflements sévères et quotidiens. Voilà, c'est les critères que nous demande l'assurance maladie pour pouvoir faire une demande d'entente préalable pour cette prescription, parce que c'est des traitements qui sont quand même coûteux. Du coup, ils sont soumis à une demande d'entente préalable à la caisse d'assurance maladie. D'accord. Et la PPC, du coup, elle est remboursée sous les mêmes conditions que l'orthèse, sauf qu'il faut que ce soit l'IH, elle est supérieure à 30, donc il y a une notion de sévérité d'apnée du sommeil, soit l'apnée est modérée, mais il y a des critères associés comme une somnolence diurne excessive, c'est-à-dire
on a une échelle d'Epworth qui va avoir un score qui est très élevé, qui est supérieur à 15, et là on va parler de somnolence diurne excessive, et donc il y a un risque accidentel qui est très fort chez ces patients-là, et ou associé une comorbidité cardio-respiratoire sévère. Voilà. Ok. Et une fois qu'on a commencé les traitements d'apnée du sommeil, est-ce qu'on peut espérer guérir de l'apnée du sommeil ? Alors, l'apnée du sommeil, du coup, comme c'est une maladie, comme on a dit, qui touche à la fois les voies respiratoires hautes, en fait, il y a une problématique morphologique. Donc, si on perd du poids, on peut réduire l'intensité des symptômes de l'apnée du sommeil. Donc ça va être un critère de guérison si on perd du poids. Et après, il y a un autre traitement dont je vais pas parler qui est la chirurgie maxillofaciale, qui va consister à venir faire de la place au niveau du carrefour ORL pour justement permettre de lever ses apnées. Donc c'est une chirurgie qui va consister à avancer la mâchoire pour limiter ses apnées. Mais cette chirurgie, elle est quand même assez lourde, longue et coûteuse pour les patients. Du coup, elle va être indiquée plutôt chez des personnes qui sont plutôt jeunes et qui vont être motivées par ce type de chirurgie. Voilà, c'est associé à des traitements orthodontiques qui sont pas pris en charge complètement, et qui représentent un coût assez important en reste à charge auprès des patients. Ok, d'accord. Très intéressant tout ça. Donc là, si je me mets à la place de la personne qui écoute notre podcast, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire ? Et je veux dire par là, qui est-ce qu'il doit consulter et à partir de quand il doit s'inquiéter ? Eh bien, à mon sens, un patient qui a une fatigue chronique doit s'interroger sur la présence d'une apnée du sommeil associée. Donc, au moins en parler tout d'abord à son médecin généraliste qui va lui évaluer les symptômes qui peuvent s'associer à de l'apnée du sommeil et peut-être l'envoyer faire effectivement un dépistage polygraphique pour évaluer s'il fait de l'apnée. Après, les patients qui ont des maladies cardiovasculaires, les patients diabétiques ont des cardiopathies ou qui ont fait un accident vasculaire, c'est des patients qu'il faut qu'on dépiste systématiquement. Donc il y a vraiment plusieurs catégories, comme je disais au début. Donc il y a ceux qu'on va dépister avec une maladie préalable, et puis il y a ceux qui ont des symptômes. Je dirais que les symptômes majeurs, c'est quand même vraiment cette fatigue et un sommeil de mauvaise qualité avec beaucoup de réveil. Ça aussi, il va falloir qu'on aille rechercher un SAOS associé, même si il y a d'autres éléments qui peuvent perturber le sommeil. Voilà. Mais les patients vont consulter assez tardivement. Les patients que je vais voir, ils vont me dire ça fait des années que je dors mal, j'ai toujours été un mauvais dormeur, et du coup ils vont mettre ça sur le compte d'autres éléments environnementaux, les problématiques de sommeil qu'ils peuvent rencontrer. Ok, donc en priorité, allez voir le médecin généraliste et puis discuter de ça, et puis le médecin sera normalement en capacité d'évaluer s'il y a des signes qui peuvent rentrer dans le cadre d'un SAOS. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Je pense que j'ai déjà bien parlé et les auditeurs doivent être déjà bien informés. Voilà. Merci beaucoup Virginie pour ton expertise sur le sujet. Je t'en prie. Après, voilà, je pense qu'il y aurait probablement encore beaucoup de choses à dire, et puis des gens peut-être plus experts en sommeil qui pourraient en parler peut-être mieux que moi. Mais après, moi, c'est dans le cadre d'une activité complémentaire de la médecine générale. Voilà. Bien sûr. Merci beaucoup Virginie. Bonne journée. Merci à toi. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode de Métro Labo Dodo. Vous retrouverez toutes les références discutées avec l'invité dans la description de l'épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire savoir en laissant un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et en vous abonnant. Si vous souhaitez participer au podcast, contactez-moi sur l'adresse email en description ou en message privé sur Instagram. Je vous souhaite une excellente nuit.